Bienvenue dans Aparté. Le podcast de l'innovation média. On voit bien qu'on a beaucoup de témoignages à l'antenne de médecins, d'infirmières, de toute cette communauté de soignants dont tout le monde sait qu'ils sont en première ligne actuellement. Et on s'est dit que ce que l'antenne ne permet pas tout le temps en temps, c'est-à-dire d'avoir un témoignage sur la longueur, ça pourrait faire un podcast intéressant. Donc là, on est depuis quelques jours les mains dans le cambouis pour pouvoir sortir chaque soir, avant 20h, un podcast de 5 à 7 minutes qui est un témoignage en longueur. Salut à toutes et salut à tous. Alors cette semaine, dans Aparté, nous poursuivons notre série consacrée aux impacts de la crise du Covid-19 sur les médias. Je suis tout naturellement à distance, sur Zoom, avec Élise Colette. Salut Élise. Bonjour Jean-Baptiste Diebold, bonjour tout le monde. Nous sommes en ligne aujourd'hui avec Erwan Gaucher, le directeur du numérique de France Inter. Bonjour Erwan. Bonjour. Tu es à Radio France ou tu es chez toi ? Je suis chez moi, bien sûr. Sur ton compte Twitter qui compte près de 100 000 followers, tu te décris comme agitateur de rédaction et pèlerin numérique depuis déjà 10 ans. Ce regard nous intéresse évidemment beaucoup à Aparté pour comprendre ce qui est en train de se passer dans les médias français. Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Alors nous espérons avoir bientôt l'occasion de consacrer un épisode d'Aparté au gigantesque plan de continuité qui s'est mis en place à Radio France pendant cette période du confinement inédite, ses implications sur l'information, les programmes, les antennes. Mais une chose est certaine, c'est que le numérique se retrouve au cœur des médias depuis le confinement. Et on va voir un petit peu comment ça se passe chez toi, dans ta maison, à France Inter. D'abord, on va écouter une de vos nouvelles productions. À 20h tous les soirs, le nouveau rituel, c'est d'applaudir les soignants. C'est un geste fort qui compte pour eux en cette période d'épidémie. Mais au-delà des applaudissements et des remerciements, j'ai eu envie de leur donner la parole, de prendre le temps de les écouter. Ils sont infirmiers, dentistes, préparatrices en pharmacie, médecins, aides-soignantes, psychologues, pharmaciens. Ils ont des choses à vous dire. Chaque jour, continuez à les applaudir à 20h et à les écouter aussi dans Paroles de soignants, un podcast de France Inter. On vient donc d'entendre, Erwan, une des productions que vous venez de créer en podcast, notamment sur France Inter. Plus généralement, quels ont été les changements d'organisation pour toi au numérique de France Inter depuis plus de 15 jours maintenant ? La première chose, évidemment, c'est que France Inter étant ce qu'on appelle un opérateur d'importance vitale, il était, dans le cadre d'une crise sanitaire comme celle que l'on vit depuis 15 jours, absolument essentiel que nous soyons en capacité de continuer à émettre, évidemment, France Inter sur les ondes, mais de le remettre à disposition de tout le monde sur les différents devices numériques, le site, l'application, enfin l'ensemble des supports sur lesquels nos auditeurs nous écoutent chaque jour en numérique. Donc ça, c'était la première chose. Et évidemment, avec, comme pour tout le monde, la petite difficulté de l'équation, c'est que il ne fallait plus qu'il y ait personne, en tout cas le moins de monde possible, à la maison de la radio. Et on a donc mis l'ensemble de l'équipe numérique à distance. Donc le plus gros, et ça il faut le souligner, vraiment l'exploit à France Inter, ça a été fait par les gens de l'antenne, et notamment par ceux qui ont recomposé une grille en urgence et qui ont permis qu'il y ait toujours France Inter à l'antenne avec de moins en moins de personnes pour le faire, tout en plus en changeant la grille, c'est-à-dire qu'on a vraiment complètement bouleversé les programmes. Et ça devait se traduire en numérique, ça devait se traduire à travers les réseaux sociaux, à travers les podcasts, à travers l'antenne en direct, l'antenne en replay, enfin, il fallait vraiment accompagner ça au mieux. Donc nous, notre objectif, ça a été que pendant les 48 heures, on va dire, du week-end où on a senti la bascule se faire, il fallait que l'antenne se réorganise complètement pour être capable de proposer ce qu'on entend aujourd'hui depuis 15 jours, tous les jours sur France Inter, et que du côté numérique, on soit capable d'accompagner ça, j'allais dire, en mode habituel, et que tout soit disponible dès le lundi matin, comme s'il ne se passait rien. Alors on a un petit avantage en numérique, c'est que ce sont des équipes qui ont l'habitude de travailler sur des outils dématérialisés, donc potentiellement à distance, mais malgré tout, le télétravail n'en était qu'à ses balbutiements à Radio France, donc il a fallu quand même s'organiser très rapidement, avec un matériel qui n'était pas toujours le bon, et avec surtout des nouvelles méthodologies, puisque on a beau le faire en numérique, on est complètement dépendant, évidemment, en grande partie, de ce qui se passe
à l'antenne. Donc ça a été vraiment de remettre tous ces rouages avec ces nouvelles contraintes. Là où je suis moi absolument vraiment fier du travail qui a été effectué par les équipes, c'est qu'il n'y a évidemment pas eu une seule rupture d'antenne, que ce soit sur le numérique. À tout moment, tout était dispo en direct, en différé, à la demande, en replay, en podcast, en AOD, en tous les formats qu'on veut. Et on a senti la demande qui était là, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'on soit efficace tout de suite parce que nos audiences sont quasiment triplées en quelques heures. Les visites, les écoutes en direct, les écoutes en podcast. Enfin, vraiment, on sentait qu'il y a eu ce réflexe qui rappelle l'importance de la radio dans les moments de crise. C'est vraiment le média vers lequel se tourne naturellement le plus de monde, c'est de brancher la radio quand il se passe quelque chose de très grave et de très important et dont on a envie de connaître l'info au quotidien. On va parler un petit peu des audiences tout à l'heure. Tu disais donc évidemment que vous avez dû faire avec moins de personnes ou des personnes moins bien équipées. Pour commencer par le négatif, qu'est-ce que vous avez dû supprimer? Alors la première chose, par la force des choses, ça a été la vidéo. Et c'est pas anecdotique, parce qu'aujourd'hui, un tiers de l'audience numérique de France Inter se fait en vidéo. C'est un des grands lieux de conquête. On a une chaîne YouTube qui marche très très fort, puisqu'on a plus d'1,5 million d'abonnés. On fait environ 40 à 45 millions de vidéos vues par mois. Donc c'est lourd, ça représente vraiment une grosse part de notre audience. Et c'est sans aucun doute, alors on n'a pas de chiffre précis, mais on le voit quand même par recoupement, une grande partie d'internautes qui ne sont pas des auditeurs de radio. Donc ce sont des gens qui ne nous écoutent, qui n'écoutent France Inter que par le biais de la vidéo et notamment de YouTube. Ça, évidemment, dans les premiers jours, on a dû couper puisqu'on n'avait plus personne en studio, on n'avait plus d'invités, on n'avait plus non plus suffisamment de gens pour s'occuper de la radio filmée, puisqu'on a évidemment rebalancé le maximum des forces vers l'antenne de façon à ce qu'on ait le moins de monde possible dans les studios. Petit à petit, on y est revenu à travers des fausses vidéos qui sont les fameuses vidéos qu'on voit partout avec des ondes et une photo, et puis on commence à y revenir là depuis le début de la semaine, notamment à travers les chroniques d'humour qui sont très très attendues, qu'on nous réclamait beaucoup depuis hier. Tanguy Pastureau, Marina Rollman reviennent à l'antenne et reviennent avec des vidéos. Donc ça avec des vidéos du type ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire une visioconférence que vous captez, dont vous captez l'image et que vous remettez ensuite sur YouTube. Exactement, donc c'est pas les vidéos dont on a l'habitude, mais je pense que tout le monde à la fois le comprend et puis presque quelque part, voir Tanguy Pastureau faire sa chronique en direct dans la bande originale par Zoom et nous la faire par téléphone avec la webcam, bah voilà, on est un peu tous dans le même bateau et on fait comme on peut. Tu veux dire que quand on va revenir à une vie normale, les gens vont regretter la visioconférence? Ça, je ne sais c'est ce que pas. je veux dire, c'est peut-être un code visuel qui est en train de se créer, quoi. Alors, je pense que là, en ce moment, qu'on le veuille ou non, c'est un code visuel de la situation qu'on vit, complètement. Et c'est ça, il n'y a que la vidéo qu'on a dû arrêter pendant cette période-là. C'est la seule chose qu'on a dû lâcher. Ouais, de fait, vous créez beaucoup de choses et notamment, c'est vrai que ce qui est très frappant, c'est que on a l'impression, alors je ne sais pas à quel point vous l'aviez saisi avant, mais que le rôle de France Inter, de Radio France sur l'éducation semble s'être fait, puisqu'effectivement l'école s'est arrêtée en parallèle. Et donc du coup, vous mettez beaucoup en avant des podcasts. Alors je pense qu'une bonne partie était déjà créée avant et donc souligne le fait que c'est une réflexion qui ne date pas d'hier. Mais comment vous avez, à la fois sur les podcasts et sur le thème de l'éducation, réfléchi? Alors ça, ça s'est très très vite mis en place. C'est vrai que ça fait plusieurs mois, voire même maintenant un peu plus d'1 an, que côté numérique à interne, on travaille particulièrement sur les enfants, avec l'envie de proposer aux enfants et aux jeunes parents, et je parle principalement des jeunes parents, des choses à faire écouter à leurs enfants, sans avoir à les mettre devant un écran. Et le podcast, pour ça, est assez génial. Et il suffit de voir un enfant en train de jouer au Playmobil en écoutant les Odyssées pour comprendre tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'il n'est pas captif de la chose, il n'est pas hypnotisé par son écran. Il fait défiler 4, 5, 6 histoires d'Oli, 3, 4 épisodes des Odyssées. Et ça imprime merveilleusement bien parce généralement, les parents en entendent reparler quelques jours après de ce qu'ils ont entendu dans l'épisode. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait développer depuis 1 an et on avançait, on a même encore des projets. Évidemment, c'est une des premières choses auxquelles on a pensé quand les gens ont été confinés, c'est de proposer de l'activité pour les enfants. On savait qu'il allait falloir quand même un petit peu de temps pour que les familles trouvent leur façon de fonctionner entre l'école, le télétravail et tout ce qui tombait. Et donc on a beaucoup mis en avant ces offres-là, qui ont alors a vraiment beaucoup plus cartonné encore que je ne m'y attendais, puisque Oli, le podcast des histoires pour les petits, et les Odyssées qui sont un petit peu pour les plus grands, ont été écoutés 2 millions de fois en 10 jours. Donc c'est vraiment assez énorme pour des podcasts qui ne passent pas à l'antenne, qui ne sont que en podcast natif.
Et puis Mais qui bénéficient d'un petit peu de communication à l'antenne. Bien sûr, on en a régulièrement parlé à l'antenne, mais on les a jamais diffusés. Et puis on a voulu aussi proposer tout ce qu'on pouvait avoir autour de l'éducation. Alors évidemment, nos camarades de France Culture ont énormément de choses et sont eux, par exemple, dans le dispositif Nation Apprenante, ce qui n'est pas notre cas, mais nous on s'est dit qu'on avait quand même des choses très intéressantes à proposer. On a regardé par exemple quels étaient les auteurs, les 12 auteurs proposés au programme du bac de français, et on s'est regardé dans nos archives, on s'est dit mais sur ces auteurs-là, de Baudelaire à Victor Hugo, on a énormément d'émissions. On a les lectures de Guillaume Gallienne, on a des marches de l'histoire consacrées à ces auteurs dans leur époque, on a des Autant en emporte l'histoire qui racontent comment Beaumarchais a fondé le droit d'auteur en France. Enfin, on a plein de choses, donc on s'est plongé dans ces archives, on a tout regoupillé pour que ça soit logique à écouter dans un certain ordre, et puis on a lancé des fils de podcast qui étaient révisés votre bac de français avec France Inter. On a aussi repioché dans toute la marge de l'histoire et travaillé avec des gens qui ont été professeurs et qui ont l'agrég, qui ont pu travailler avec nous pour voir comment ça se passait et ce qu'on avait dans la marge de l'histoire qui serait intéressant pour les lycéens. Et ça nous a permis de lancer des podcasts. Alors on a lancé 3 grandes offres, 4 même. Réviser l'histoire avec France Inter pour les lycéens, réviser son bac de français. On a aussi lancé un fil de podcast qui était avec tout ce qu'il y avait de pratique, puisqu'on a fait beaucoup de téléphone sonne et de Grand Bien vous fasse à l'antenne, très axé sur les questions pratiques que pose le confinement. Et notamment là, on a ciblé sur tout ce que les familles peuvent avoir envie d'écouter avec leurs enfants pour comprendre ce qui se passe, pour répondre à des questions précises et pour avoir vraiment des réponses concrètes aux différentes problématiques. Et puis on a lancé un fil de podcast que j'ai intitulé pendant le coronavirus, la culture reste ouverte, parce qu'en fait, on a une telle réserve de petits trésors culturels sur France Inter dans les différentes émissions qu'on avait des heures et des heures de podcasts intéressantes à écouter. Et alors, pourquoi il faut en arriver au confinement pour retrouver tous ces trésors, en fait? Alors, on les a, ces trésors. La grande difficulté, c'est que sur France Inter, on a une antenne tellement riche qui se renouvelle tous les jours que c'est très compliqué d'avoir le temps de constituer des offres avec un angle ou une thématique en plus de ce qu'on fait quotidiennement. Là, c'était le moment où ça nous semblait évident. Il se trouvait qu'en plus, pendant ce temps-là, un certain nombre d'émissions se sont arrêtées à l'antenne puisqu'on l'a bouleversé l'antenne et ça nous a laissé le temps justement de regoupiller ça. Mais c'est un grand chantier qu'on a lancé maintenant il y a un an et qui va continuer, notamment à travers l'application Générale Radio France qui est de beaucoup mieux valoriser le catalogue absolument fou qu'on a de podcasts, puisqu'on en a pour le coup, sur l'ensemble de Radio France, plus d'1 million. C'est presque maintenant un vrai travail d'éditorialisation pour aller permettre aux gens de trouver soit ce qu'ils cherchent, soit ce qu'ils ne savent pas qu'ils cherchent, mais qui peut les intéresser. Et alors, côté création de podcasts, c'est vrai que vous en produisez un certain nombre, depuis assez récemment d'ailleurs. Et notamment, on a entendu cet extrait tout à l'heure d'un podcast qui est en train d'être produit. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors ça va s'appeler Paroles de soignants. Et l'idée n'en est pas forcément très originale. On a simplement constaté ce qui se passe autour des soignants, cette envie des gens d'aller les applaudir tous les soirs. On voit bien que nous, on a beaucoup de témoignages à l'antenne de médecins, d'infirmières, de toute cette communauté de soignants dont tout le monde sait qu'ils sont en première ligne actuellement. Et on s'est dit que ce que l'antenne ne permet pas tout le temps en temps, c'est-à-dire d'avoir un témoignage sur la longueur, ça pourrait faire un podcast intéressant. Donc là, on est depuis quelques jours vraiment en les mains dans le cambouis pour pouvoir sortir chaque soir, avant 20h, un podcast de 5 à 7 minutes qui est un témoignage en longueur. C'est-à-dire qu'on veut leur laisser la parole en longueur, qu'ils nous expliquent ce qu'ils vivent en ce moment dans les différentes régions de France, dans les différents métiers de la communauté soignante, leurs problèmes, leurs peurs, leurs envies, leurs coups de gueule, leurs coups de cœur, et puis leurs petits moments joyeux, parce que malgré tout ça, on sait que ce sont des moments qui exacerbent aussi les émotions, et il y a des moments assez joyeux dont ils peuvent parler, donc c'est ça qu'on va essayer de proposer là d'ici mercredi. Donc un podcast quotidien pendant toute la durée du confinement, a priori? Tout à fait. Et produit par les journalistes du numérique ou produit par une journaliste qui travaille dans la rédaction d'Inter et qui travaille avec le numérique, oui. Et petit point technique, alors comment est-ce qu'elle s'y prend? À distance. C'est pour ça donc elle enregistre comme ça, comme on est en train de faire un Zoom? Exactement. Et puis on a un réalisateur à distance qui travaille dessus. C'est presque ce qui est le plus long à mettre en place, c'est le cheminement pour pouvoir industrialiser la chose, parce qu'en faire 1 ou 2 épisodes, on sait le faire maintenant rapidement, même dans ces conditions. Mais si on veut que tous les soirs à la même heure un podcast sorte, c'est là où l'organisation prend quelques jours à se mettre en place.
Et pour des gens de radio, on arrive à distance à faire du son qui soit correct, qui soit écoutable. Les réalisateurs, ils s'arrachent pas trop les oreilles avec les sons numériques qui sortent des visioconférences. Alors, ils peuvent s'arracher les cheveux et les oreilles, mais alors on a une qualité de travail de la part de l'ensemble des équipes techniques et des réalisateurs de Radio France qui est assez exceptionnelle, c'est-à-dire que ils se battent, c'est compliqué, c'est beaucoup plus dur, mais au final, ils y passent énormément de temps, mais ils font preuve d'une inventivité. Moi, je pense notamment à vendredi dernier, on a inauguré ce qu'on va essayer maintenant de faire très régulièrement, qui est un concert à distance, avec Stéphane Echer qui nous a fait un concert, voilà, depuis sa cuisine. Concept qui devrait se renouveler au fil des semaines avec des concerts depuis leur cuisine. Alors là, on n'avait rien, pas de bon micro, tout était fait au smartphone, etc. Et au final, la qualité de ce qui a été diffusé n'est évidemment pas optimale, pas celle qu'on admettrait nous si Stéphane Echer était venu faire dans nos studios, mais elle est tout à fait correcte et là-dessus, il faut vraiment souligner le boulot des équipes techniques. Il y a une autre tendance là qu'on voit et qu'on entend de manière très forte sur France Inter en ce moment, c'est les rendez-vous interactifs avec les auditeurs. Il y en a 3 grands qui se sont mis en place, et notamment un téléphone sonne XXL. Vous récoltez, vous, sur le site de France Inter, donc via un Google Form, les questions. Alors moi, quand j'ai vu le Google Form, je me suis dit, est-ce qu'ils l'ont fait du coup un peu vite? Est-ce que c'est parce que le 01 45 24 7000 s'arrêtait? Enfin, comment ça s'est organisé tout ça? Non, d'ailleurs, le bon vieux standard classique s'est mis en place avant nous. Non, en fait, on essaye de multiplier les accès numériques aussi pour témoigner, puisque l'application de Radio France permet de laisser des messages, l'application de France Inter permet de réagir et d'envoyer des messages aux émissions. Donc il y a cette voie-là. Évidemment, les réseaux sociaux qui fonctionnent très très bien depuis le début pour cela, mais on s'est dit aussi que tout le monde n'avait pas Facebook, que tout le monde n'avait pas encore l'application France Inter, ce qui va bien sûr changer, mais en attendant, on s'est dit il faut multiplier, il faut pas que quelqu'un qui ne soit pas sur Facebook ou quelqu'un qui n'ait pas l'application France Inter n'ait pas du tout possibilité de participer, ou qui pour X raison ne peut pas appeler ou n'arrive pas à avoir le standard, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'appels sur les tranches d'interactivité. Donc on a ajouté ce Google Form. L'avantage aussi, c'est qu'on a fait un très gros travail d'édition. C'est qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans le grand rendez-vous de Bruno Duvic, dans le Telson ou même dans Grand Bien vous fasse. Et notamment les 2 premières semaines, beaucoup de questions très concrètes que tout le monde se posait, ça soit sur le télétravail, l'école à la maison, les mesures de confinement, etc. Et donc on a vraiment récolté et édité l'ensemble des questions qu'on voyait passer ou dans l'émission par le téléphone, ou par nos réseaux sociaux, ou par ce Google Form, de façon à pouvoir essayer d'en proposer une liste de réponses systématiques mises à jour et dans des pages qui soient faciles d'accès pour tout le monde. Est-ce que tu crois d'ailleurs que ça va rester un petit peu, parce que là vraiment vous êtes allé bien au-delà des habitudes de France Inter, Parfois on pourrait même se croire sur RMC ou dans des radios voilà, plus populaires. Est-ce que tu penses que c'est une tendance où on se dit qu'il y a ce besoin, il faut aller peut-être plus loin aujourd'hui quand on fait de l'info sur l'interaction? Je ne sais pas quelle forme ça pourrait faire évoluer à la suite. Alors l'interactivité a toujours été vraiment au cœur de la proposition d'Inter. Après, dans sa forme, elle différencie beaucoup des autres, mais elle reste et ça restera. Et c'est là où on voit aussi l'importance d'une radio de service public. Nous, on a eu une montée en charge, pour n'en parler que de la partie numérique, une montée en charge du nombre de commentaires et de DM surtout. C'est ça qui est très appréciable. C'est à ça aussi qu'on juge. DM, des messages directs. Privés, directs. Tout à fait. Que ce soit sur Facebook ou Twitter, et je pense que c'est à ça qu'on voit aussi la qualité d'une communauté, c'est que les gens n'étaient pas là forcément pour poser beaucoup de questions entre eux, même s'il y en a eu beaucoup plus que d'habitude, mais ils venaient nous poser des questions. Mais concrètement, est-ce que je peux faire ça? Concrètement, est-ce que je dois faire ceci ou cela? Est-ce que j'ai et c'est là où on se dit qu'on a réussi à tisser un lien, et là aussi je tire un coup de chapeau à l'équipe de community manager, parce qu'ils ont vraiment passé 15 jours à répondre individuellement. C'est-à-dire que je pense que la quasi-intégralité de ceux qui nous ont envoyé un message privé via Facebook ou Twitter pour nous poser une question ont eu une réponse qui n'était pas simplement un accusé de réception, mais ont eu une réponse pour leur dire voilà, nous on a trouvé dans telle émission, dans tel article de la rédaction quelque chose qui nous semble répondre à votre question et on vous propose de le lire ou de l'écouter pour vous renseigner. Et ça c'est absolument essentiel. Tu disais en termes d'audience, donc effectivement en termes vraiment juste numéraires, ça a été une explosion en tout cas de l'audience sur toutes les plateformes numériques. Est-ce que tu as pu constater des transformations de pratiques? Est-ce que les heures d'audience ont changé? Est-ce que le temps passé à consulter du contenu, à écouter des podcasts a changé? Qu'est-ce que tu as pu constater depuis 15 jours? Alors, sur le podcast, c'est un peu tôt pour avoir un vrai changement parce que les chiffres de podcast dépendent notamment de ce qu'on diffuse encore sur des plateformes tierces. Je pense à
Apple évidemment, qui est un gros lieu d'écoute, donc c'est un petit peu tôt. On constate en revanche oui des différences, c'est-à-dire que on a une France qui se réveille un petit peu plus tard pendant ce confinement. Et je le note au fur et à mesure, c'est-à-dire que notre pic qui était un des pics très importants, qui est celui de la matinale et du 7-9 de France Inter, il démarre un petit peu plus tard. Et plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il démarre un petit peu plus tard. Alors il se rattrape très largement par la suite, beaucoup plus même qu'avant, mais il démarre un petit peu plus tard. Donc ça c'est assez amusant à noter parce que c'est même l'évolution que j'ai notée. Je note que depuis la fin de la semaine dernière et lundi et aujourd'hui et ce mardi, ça démarre un petit peu plus tard. Je pense que tout le monde profite de plus avoir les trajets pour aller au boulot avant de s'y mettre. Oui, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Quelles sont les plateformes les plus utilisées chez vous? Tu parlais de Twitter, des DM sur Twitter, c'est Facebook. Facebook. On a des usages très différents. Twitter est une plateforme qu'on utilise beaucoup, mais what happens on Twitter, stay on Twitter, c'est-à-dire que les gens voient passer ce qu'on leur propose sur Twitter et ça s'arrête là. C'est notamment pour ça que généralement on propose les deux grandes interviews de la matinale de 7h50 Léa Salamé, le grand entretien Nicolas Demorand, Léa Salamé à 8h20, on les propose en extrait vidéo et ça marche très bien. Là évidemment on n'a pas d'extrait vidéo donc on fait plus la même chose, mais en revanche on a un vrai Facebook qui alors là cartonne en ce moment, c'est-à-dire qu'on a vu le taux par rapport au nombre de fans que l'on a sur Facebook et le nombre de visites que ça génère qui est très très important. Et puis un grand changement que je constate, la rédaction numérique de France Inter a fait un formidable travail qui s'est axé tout de suite vers la lutte anti-fake news. Ça a été vraiment j'allais dire l'angle choisi immédiatement. On a vu tout de suite circuler absolument tout et n'importe quoi sur WhatsApp, Messenger, sur les réseaux, en vidéo, etc. Donc on s'est dit, et Stéphane Jourdain, le rédacteur en chef numérique, s'est tout de suite dit que c'était vraiment ça qu'il fallait creuser, et ça a énormément cartonné. C'est-à-dire que vraiment on a vu, là, ce n'est pas sur l'application, c'est sur le site, on a vu beaucoup de gens qui n'étaient sans doute pas des auditeurs d'Inter venir par ce biais-là pour aller se renseigner, et là je pense qu'on réussit quelque chose qui est important. On a une vraie mission d'information de service public avec la lutte anti-fake news, et à cette occasion-là, beaucoup d'internautes ont peut-être découvert que France Inter n'était pas ce qu'ils imaginaient, qu'en fait, ils appréciaient plutôt bien. Et toi, tu constates dispositif, pardon, sur les fake news pour bien avoir en tête. Alors, premier dispositif, les repérer. Bon, ça, on a mis vraiment tout le monde, j'allais dire, à contribution, parce que on sait que le très gros des fake news, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus passer sur Facebook, c'est plutôt ce qui s'échange en message direct, en boucle WhatsApp, en mail pour les internautes les plus âgés. Donc, on essayait vraiment de les récolter et puis un par un de les prendre. Là, si on va sur le site de France Inter, il y a une zone juste en dessous de la une qui s'appelle Focus et qui est consacrée aux articles anti-fake news qui ont été les plus récemment publiés et qui vraiment ont pris fake news après fake news et ont démonté, montré, expliqué vraiment un très gros travail d'information là à travers ces articles. Et ça, toi, tu sais si ce sont des gens qui viennent des moteurs de recherche parce qu'ils cherchent une information à vérifier ou si c'est des gens qui sont déjà sur France Inter. C'est des gens qui vous découvrent, c'est ça? Oui, il y a une grosse partie de gens qui nous ont découvert via les moteurs de recherche, via les agrégateurs, puisqu'on a régulièrement évidemment des articles qui sont repris sur des agrégateurs comme peuvent être Apple News ou des choses comme ça. Et on en a aussi qui arrivent par les réseaux sociaux. Alors ceux qui arrivent par les réseaux sociaux sont beaucoup plus souvent des gens qui étaient déjà familiers de France Inter. Mais là, on a une telle poussée de nouveaux entrants par rapport à d'habitude qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas des internautes réguliers d'Inter. Et YouTube, est-ce que YouTube, tu disais, vous avez plus de vidéos, hein, mais quand même, vous êtes encore sur YouTube. C'est quoi le rôle de YouTube en ce moment? Alors le rôle de YouTube là va être de reprendre petit à petit un peu sa place avec de plus en plus de production vidéo et puis d'y proposer quand même via ce système tout simple, tout bête, mais qu'il faut réussir à faire d'une photo fixe et puis on met le son de la chronique dedans, ça va être quand même de diffuser auprès d'un autre public qui n'est pas celui de la radio, qui n'est pas celui de l'écoute même de la radio à travers une application ou du podcast, d'aller diffuser quand même des chroniques, des reportages qui nous semblent importantes, même pour ceux qui en fait ne sont que sur YouTube et ne nous consomment, ne nous découvrent que par YouTube. Avant de terminer, revenons un petit peu plus vraiment à la fabrique, c'est-à-dire au travail des journalistes, de la rédaction, de ton équipe numérique. Toi, en tant comme agitateur des rédactions, alors t'es pas déçu de cette période? Ah non, ça agite bien là. Ça agite bien. Ah là, l'agitateur est content. C'est cool. Là, on se dit que c'est bien d'avoir agité pendant longtemps parce que du coup, moi, je suis assez bluffé quand même par la vitesse à laquelle ça s'est mis en place. C'est-à-dire que quand j'ai vu, on s'est réunis avec les chefs de pôle par Teams, voilà, un nouvel outil, et on s'est dit que ça allait. Donc Teams, l'outil de Microsoft. Oui, tout à fait.
On s'est dit que ça allait. Là, on rentrait dans la tempête. Ça s'est très vite mis en place, très efficacement. Là-dessus, je pense que c'est tout ce travail précédent qui a payé. Ça s'est très très bien mis en place. Chacun était dans son couloir, savait exactement ce qu'il avait à faire et a foncé, a été efficace. J'ai même plutôt, moi, en tant que directeur du numérique, plutôt dû dire aux équipes attention, parce que là on est parti comme des fous. C'est un magnifique sprint, mais c'est un marathon qu'on va devoir accourir. Donc il faut maintenant réussir plutôt à s'organiser pour tenir dans la longueur, parce qu'on est un peu moins nombreux que normalement et on est surtout dans des conditions qui sont plus fatigantes. Je pense que toute personne qui télétravaille pendant 2 semaines de suite se rend compte que toute sa journée en visioconférence, en choses comme ça, c'est beaucoup plus fatigant que de se voir et de discuter d'un sujet de bureau à bureau. Donc là, la concentration est très différente. Exactement. On a plus facilement tendance à oublier quelqu'un dans la boucle ou des choses comme ça, donc il faut vraiment être très vigilant. Et moi, sur la 3e semaine, le conseil et la grande direction qu'on est en train de prendre, c'est de bien se préparer à faire ça sur un mois entier, voire peut-être plus, et donc de préserver un peu les forces, de tourner, de continuer à prendre des jours, même quand on est en télétravail et que la période est telle qu'on a tous envie d'être sur le pont, mais il faut aussi quand même se préserver pour pouvoir tenir sur la longueur. Qu'est-ce qui va rester, selon toi, de tout ça quand vous allez revenir dans la grande maison ronde ? Sans doute un potentiel changement dans les modes de production, parce qu'on voit qu'il y a des choses qu'on arrive à faire à distance. Je pense surtout que ça a validé quelque chose dont on se disait régulièrement qu'on était capable, mais on n'avait jamais eu à l'expérimenter à cette échelle-là. C'était une très très grande souplesse, et paradoxalement, le numérique n'est pas toujours aussi souple que peut être la radio à l'antenne, la radio FM, qui est en fait très souple, plus souple que le numérique. Les outils sont presque plus simples. Il vous suffit d'un reporter sur le terrain avec un téléphone portable et vous êtes en direct dans la rue de ce qui se passe. Finalement, c'est un peu plus compliqué que ça en numérique. Je pense qu'on a sauté un cran dans la souplesse et l'agilité, la capacité à coller à ce qu'est le besoin à ce moment-là, sur tous les supports numériques. Et alors toi, tu regardes beaucoup ce qui se passe ailleurs aussi, forcément. Est-ce qu'il y a un format, une initiative, quelque chose que tu as repéré en France ou à l'étranger, que tu as trouvé vraiment bluffant et peut-être que tu aurais envie de t'en inspirer, par exemple ? Alors, j'avoue que là, ces 10 derniers jours, j'ai beaucoup moins regardé que d'habitude. J'étais vraiment plongé dans mon propre guidon. Mais j'ai vu quand même des choses formidables. Le travail, comme toujours, de nos camarades du Monde.fr est absolument vraiment remarquable. C'est amusant parce qu'on a eu visiblement une idée similaire, mais ils sont sortis avant nous, et chapeau à eux, qui était de travailler directement sur WhatsApp pour pouvoir justement aller travailler sur la fake news. Et nous, ça faisait une semaine qu'on bossait dessus, mais ils avaient commencé, ils ont un peu d'antécédents. Ce qu'ils avaient fait notamment avec le Monde Afrique, je pense, leur a permis de dégainer plus vite qu'eux. Après, je me dis que voilà, quand on a des camarades comme Le Monde qui le font, c'est qu'on n'avait pas eu une mauvaise idée et que c'était la bonne direction. Mais c'est vrai que là, j'avoue que depuis 10 jours, j'ai assez peu regardé ce qui se passait ailleurs. Je vois passer des choses, mais j'ai pas eu le temps de creuser beaucoup. Bon, écoute, merci dans ce moment effectivement extrêmement tendu et plein d'actualités de nous avoir consacré ce temps. Dans Aparté, on était ravis de te recevoir. Merci à vous. À très bientôt. Salut Élise, on se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau d'innovation dans les médias. Salut Jean-Baptiste. Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale. Qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Et Samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. En partenariat avec Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias. Un podcast créé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. À la technique, Raphaël Belon. Design graphique, Benjamin Leble. Communication, Laurie Lejeune. Générique et habillage sonore, Boris Leble.